Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Préparez-vous à un voyage frissonnant, je vous emmène en Écosse, le pays des fantômes. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons plonger dans les contes et légendes, du pays de Sir Sean Connery, des Highlands et des châteaux hantés. Claudine Glo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un livre délicieux, très beau d'ailleurs, c'est un bel objet, petit format, avec évidemment en couverture la reproduction d'un tissu écossais. Évidemment, Écosse oblige, bien entendu. Alors, ça s'intitule Fantômes d'Écosse et autres histoires, aux éditions Le Pré au Clair, dans la collection Le Cabinet Fantastique. Alors, vous êtes connu quand même, Claudine Glo, parce qu'il y a un an à peu près, vous avez été mon invité, ici même, sur Sud Radio, pour parler du Graal, du mythe arthurien. On vous connaît en tant que spécialiste du mythe arthurien, les chevaliers de la table ronde, Merlin, le Graal, le roi Arthur, évidemment. Alors, pourquoi ce détour par l'Écosse ? C'est pas du tout un détour. D'abord parce qu'on reste dans le monde celtique, pris à son extension la plus vaste, qu'elle soit géographique, historique ou même au-delà des temps historiques, puisque en Écosse l'histoire commence assez tard, beaucoup plus tard que dans le monde latin par exemple, et on reste surtout dans le même monde de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire légende celtique, on pense à la Bretagne, la nôtre, l'Armorique, beaucoup, et on pense beaucoup à l'Irlande. Et quelque part, l'Écosse s'est fait un peu squeezer là-dedans. Mais l'Écosse, je vais faire un tout petit peu d'histoire, au moment où toute l'Europe est romanisée, dans le premier, deuxième siècle après Jésus-Christ, eh bien, il y a deux pays qui restent totalement celtiques. C'est l'Irlande, jamais conquise, et c'est l'Écosse, c'est-à-dire qu'au-delà de la ligne Glasgow-Édimbourg, ce qu'on appelle le mur d'Antonin, eh bien, il y a des tribus ou des royaumes ou des petits royaumes qui ne sont jamais romanisés et qui arrivent en direct dans les Highlands, dit-on, jusqu'au XVIIIe siècle avec le vieil esprit celtique, de la société, des légendes. Pour vous donner un exemple, en 1746, c'est la grande bataille qui va marquer la fin de la dernière indépendance écossaise face aux Anglais. C'est la bataille de Culloden. Les Écossais chargent encore nu-pieds dans la tourbe avec l'épée à la main. Les Anglais les cueillent en 1 heure avec des canonnades épouvantables. Les pauvres. Et ces Écossais étaient là en forme clanique, regroupés par clans, et les chefs de clan avaient encore leurs bardes qui chantaient les exploits du clan à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'interruption. Et ce monde écossais, que ce soit par le paysage, par les récits, par l'atmosphère, par le mysticisme latent qu'il y a dans ces régions, est totalement dans le monde celtique. Bien. Donc, voilà. Alors, Claudine Glo, une pause, parce que je sais qu'avec vous, dès qu'on vous lance sur un sujet qui vous passionne, et celui-ci vous passionne manifestement, vous avez un verbe si joliment tourné, vous êtes conteuse, hein, il y a cette fibre du conte, hein, du plaisir de la transmission chez vous, on le sent bien. Donc, une petite pause, on se retrouve dans quelques instants, juste le temps pour moi de préciser que pour d'autres émissions, je suis à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu des phénomènes d'apparition, mais en vrai cette fois-ci, Claudine Glo, pas concernant les contes, mais enfin on en parlera tout à l'heure de l'Écosse et des apparitions. Donc si vous avez vécu un phénomène d'apparition, ou si vous pensez que dans votre maison il se passe des choses assez étranges, vous m'appelez au 0826 300 300, vous me laissez un message avec vos coordonnées évidemment dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, ou vous pouvez également m'écrire par mail étrange@sudradio.fr. Et enfin, j'en profite pour vous signaler la parution dans Le Monde des Religions, le magazine de ce mois-ci, d'un excellent dossier sur les rêves prémonitoires et sur les prémonitions en règle générale. Un dossier signé par Louis Bénédy et Pierre Massias, que vous connaissez bien. Donc je vous invite à découvrir ce dossier, et ainsi qu'un très bon dossier d'ailleurs dans le même magazine qui se consacre à la naissance des dieux. C'est vraiment tout à fait intéressant. Allez, c'est parti pour l'Écosse. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
Claudine Glo, auteure d'un livre qui s'intitule Fantômes d'Écosse et autres histoires. C'est aux éditions Le Pré au Clair et mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Alors, on a bien compris, Claudine Glo, que l'Écosse, et ça c'est vrai qu'on est beaucoup à l'avoir oublié, l'Écosse est pays celte, hein, nous sommes d'accord. Totalement. Mais est-ce que dans la langue même, il y a ce rapprochement linguistique entre la langue celte et l'écossais ? Oui, il y a un celte d'Écosse qu'on appelle l'Erse, la vieille langue écossaise. Ouais. Les Écossais, comme les Irlandais, font partie de la branche gaélique ou goidélique des langues celtiques. À l'opposé, il y a les Bretons et les Gallois, pour faire simple, qui parlent le brittonique. Les Bretons et les Gallois ont pratiquement la même langue, Écossais et Irlandais aussi. Et il n'y a rien d'aussi normal, parce que si une partie de l'Écosse était au temps romain peuplée par les Pictes, les Pictes avaient un langage qui était proche du brittonique, mais ils ont été plus ou moins régulièrement envahis par des gens venus de l'île d'en face, l'Hibernie de l'époque, l'Irlande d'aujourd'hui, et ces envahisseurs venus d'Hibernie s'appelaient les Scots. Et parlaient le gaélique. Ouais. Et c'est de la réunion au 9e siècle, fin 8e, début 9e siècle, de ces royaumes pictes et de ces royaumes qui s'étaient installés venant d'Irlande, qu'a été créée la première Écosse, le royaume d'Alba, avec Kenneth MacAlpine. Ouais. Donc vous voyez, ils sont je peux presque dire doublement celtiques. Et alors, est-ce que c'est typiquement écossais, ces histoires de clans et de kilts ? Alors, ça, ce sont des formes qui se sont... Où est ce celte ? On pense que c'est celte. On pense que le clan, c'est la forme vieillie ou figée transformée de la tribu qui à un moment tribal, ou à un autre, voilà, on y passe tous. Bon, par contre, c'est vrai qu'en Écosse, ça prend une forme un peu plus exacerbée. C'est vraiment tous les enfants d'un même clan, mais l'Écosse reste plus longtemps livrée à elle-même, moins soumise que l'Irlande, par exemple, à la pression anglaise. Donc, vous savez, dans les montagnes des Highlands, personne n'avait envie d'y aller. C'était un monde, pour les Anglais, c'était l'horreur. C'était une forme de l'enfer. Donc, on les laissait là-bas avec leurs vaches bizarres, leurs instruments de musique affreux. Et bien contents qu'ils y restent. Et bien contents. Le problème, c'est quand ils en sortaient, effectivement. Par exemple, avec William Wallace ou autre, là, on appréciait beaucoup moins. Donc, l'Écosse garde ça. Quant au tartan, les tissus qu'on retrouve, que ce soit en Irlande, que ce soit en Écosse, mais que ce soit même dans les pays scandinaves, dans les tourbières, ce sont des tissus qui ont déjà des formats carreaux, comme ça, et Jules César fait remarquer que les Celtes adorent, et Strabon aussi fait remarquer que les Celtes adorent les tissus comme ça, avec plein de petits carreaux de couleurs. Ils portent ça, des tissus très étranges, dit le romain ou le grec, qui lui ne va pas s'amuser à porter des horreurs pareilles, quoi. Mais à Rome, on porte pas de tweed, c'est bien connu. Mais c'est quand même quelque chose de très ancien. Par contre, ce qui est récent, c'est ce qu'on nous raconte, chaque clan a son tartan, et c'est comme ci et comme ça et pas autrement. Bon, ça, c'est très, très 19e siècle. Ah bon, je pensais que c'était au contraire enraciné dans la nuit des temps. Non, il y a des formes simples ou des couleurs simples qui sont enracinées dans la nuit des temps, mais après le détail très précis, tartan de chasse, tartan de deuil, tartan de mariage, non, c'est un petit peu comme pour comme pour les contes et légendes, on en a beaucoup rajouté au 19e siècle, mais dans un sentiment tout à fait honorable, parce qu'on trouvait ça beau, passionnant, mais on allait toujours un peu plus loin, quoi, dans le détail. Les grands cahiers, les grands livres de tartan ne sont pas vieux du tout, hein. Et c'est assez logique, parce que le tartan, à l'origine, on le teignait avec le lichen, les oignons, la bruyère, donc la stabilité de la couleur. Oui, effectivement, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Par contre, la forme de le porter un grand tissu drapé, jambes nues, et le haut du tissu qui se rabat sur la tête en guise de cape, les deux pans, vous savez, ça c'est avant le tartan jupette plissée, quoi. C'est le tartan froissé dans une ceinture. Ce que vous appelez le tartan, c'est le kilt, hein, le tartan, c'est le tissu, en fait, c'est le grand tissu, c'est le grand morceau le plaid en tartan, le grand morceau de tissu écossais, voilà. Mais très grand morceau, 5-6 mètres de long, qu'on plisse, qu'on retourne, et qui sert à tout. Et ça, on pense quand même qu'il a fonctionné à peu près dans toutes les régions celtiques et même au-delà, mais plus ou moins tard dans l'histoire. Là, une fois encore, la vertu ou l'originalité des Écossais, c'est de le conserver très tard, quoi. Et alors, justement, l'Écosse, à vous entendre, lorsque vous nous avez fait cette rapide présentation sur laquelle on va revenir d'ailleurs, est-ce que on doit cette pérennité des traditions au fait que ils ont été enclavés pendant extrêmement longtemps? Oui, ils sont à l'écart, ils sont vraiment à l'écart, et ils sont pas très liants non plus, je veux dire.
Hein? Non, Quand non. même. Le premier abord, ils sont légèrement rugueux. Et le pays est déjà comme ça. Imaginez ces pays de vallées parallèles, encaissées. Vous avez ainsi des routes sur lesquelles donnent 10 vallées parallèles, mais qui ne communiqueront pas entre elles. Donc, ça favorise toutes les isolations. Et puis, je crois que là aussi, on n'y croit pas, mais moi je crois assez aux pérennités, entre autres aux structures mentales comme ça pérennes. Eh bien, il y a quand même cette vieille habitude celtique qui est déjà en place au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Des petits chefs, des petites unités de population, pas de grandes villes, pas de grands rassemblements, sauf pour des fêtes ou des fêtes, soit qu'elles soient religieuses, soit qu'elles soient profanes ou les deux en même temps, ou commerciales, voilà. Mais on reste quand même dans un système de ce qu'on pourrait appeler en Afrique de chefferie, quoi. Et alors, si vous deviez, attention, exercice difficile, surtout si des Écossais, et je sais que des Écossais nous écoutent, si vous deviez définir la caractéristique ou les caractéristiques de l'Écossais, si tant est qu'il en existe un, ou du peuple écossais. Mais le peuple, je ne sais pas. Moi, je serais quand même restée frappée par quelqu'un qui est une personne qui est d'abord écossaise et qui parle très bien de l'Écosse et qui allie deux choses, qui est un esprit très mathématique, très organisé, très rigoureux et une âme très errante, très portée sur le surnaturel. Et je crois que c'est ce qui fait un petit peu la fascination. Ça va donner des grands philosophes, des grands mathématiciens, mais aussi des grands docteurs de l'Église, des grands philosophes. Vous voyez, on va être entre les deux natures coexistent en Écosse. Et de toute façon, s'il fallait ajouter quelque chose, ce sont quand même des gens qui sont trempés par une nature difficile, une histoire qui a été compliquée et qui sont aussi quand même armés aujourd'hui. On ne peut pas évacuer ça non plus par une religion qui met les gens, qui est une religion qui est socialement très exigeante, quoi. John Knox, presbytérien, le créateur du presbytérianisme. C'est quoi? Eh bien, c'est l'Église qui se passe des curés, qui se passe des prêtres, qui traitent directement avec Dieu et chacun surveillant la morale de l'autre. Et John Knox commence après. John Knox, c'est le grand adversaire de Mary Stuart. Vous voyez, c'est la réforme écossaise, mais portée à son paroxysme. Paroxysme, oui. Ça ne fait pas des choses très rigolotes, mais ça met des gens qui tiennent debout aussi, voilà. Qui s'assument. Qui s'assument et qui parfois assument les autres, même au-delà, quelquefois de ce qu'ils voudraient d'ailleurs, mais bon. Oui, parce que, et qui surveillent la moralité des autres, on frôle la délation ou la suspicion permanente quand même. C'est-à-dire que, on doit vivre en accord avec les principes de Dieu et les principes de son groupe, et, donc, chacun, le groupe est à lui-même sa propre surveillance, et on doit, comme vous savez, comme dans les pays scandinaves, on a ça aussi, vous n'avez pas besoin de mettre de rideaux aux fenêtres, qu'est-ce que vous avez à cacher? Oui. Eh oui. Eh oui. Ouais. Ça pour un catholique romain ou quelqu'un du moins qui est né un latin, un latin qui a plus ou moins été bercé, même s'il ne pratique pas de catholicisme ou de cette ambiance-là, ce sont deux mondes qui s'opposent totalement, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que la rivalité, ou plutôt l'animosité, parce que rivalité encore, l'animosité légendaire entre l'Écossais et l'Anglais est de l'ordre du folklore, ou elle perdure quand même? C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on a une longue histoire du genre je t'aime moi non plus, quoi. Alors, oui, ça clairement, oui. Il y a quand même clairement un royaume uni, il y a toujours une partie de l'Écosse. Il y a de très longues dates. On le voit dans Braveheart. Braveheart, oui, tout à fait. On le voit bien, il y a toujours le sud de l'Écosse, entre autres, les nobles et les marchands étaient attirés par l'Angleterre, qui était le progrès, la vie plus facile, la richesse. Par contre, c'est vrai que la fracture au-delà des Highlands, c'était pas du tout leur projet. Donc là, c'était pas du tout monolithique, cette histoire-là. Et par contre, c'est vrai qu'il perdure quand même ce côté. Moi, je me rappelle m'être retrouvée un soir, j'étais à Fort William en Écosse, et c'était un soir de match du tournoi, de ce qui était encore le tournoi des 5 nations. Bien sûr. Et j'entre dans m'acheter des journaux, et ma fille venait d'appeler en me disant on a gagné sur les Anglais. Donc je dis au marchand on a gagné, les Français ont gagné sur les Anglais. Il dit bon, je connais pas bien les Français, mais du moment que vous avez vaincu les Anglais, c'est bien. Voilà, c'était quand même une philosophie quand même. Oui. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Voilà, par force.
Donc oui, l'animosité existe de la même façon que vous trouvez encore en Angleterre des gens qui gardent une méfiance ou une petite angoisse de l'Écosse, mais en même temps l'Écosse est devenue très attirante pour l'Angleterre au XIXe siècle avec la reine Victoria qui s'était entichée de ce pays-là si romantique. L'Écosse est un pays où il est très chic d'aller en vacances quand on est anglais. Ah bien. Vous voyez, c'est pas du tout d'un seul bloc, quoi. Oui, et alors, actuellement, par exemple, vous savez, quand on fait du phoning, des choses comme ça, les démarches au téléphone, eh bien, l'accent écossais, vous parliez de Sir Sean Connery, son accent. Avec les airs qui roulent. Les airs qui roulent un peu, des cheveux aussi qui s'appuient un peu. Eh bien, c'est un accent qui marche très bien parce qu'il est solide, il est fiable, les vieilles valeurs rustiques et c'est un accent qui fonctionne bien dans certaines démarches commerciales. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant. Ça transmet une bonne image. Une très bonne image, de bonne valeur. Oui, d'accord. Et alors, dernière question avant de rentrer dans le monde de l'étrange et du peu conventionnel en Écosse. Est-ce que la célébrissime radinerie écossaise tient du folklore ou de la réalité? Non, elle tient de la réalité, mais... Ah bon, vraiment? Oui, bon, on a entendu ça souvent, un penny est un penny, et puis voilà. Mais on imagine ce que ça devait être de vivre là-bas il y a encore un siècle. Oui, enfin pas plus que dans la campagne profonde française. Oui, mais en Auvergne, est-ce qu'ils sont pas un poil radin? Ah oui, bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le paysan n'est pas... La paysannerie n'a jamais nulle part claqué du fric à tour de bras, mais tout à fait. Parce que tout ça, on sait ce que c'est. On sait que toute chose, il faut se battre pour l'avoir. Et vraiment, là-bas, je vous assure, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre pour avoir et pour garder, quoi. Ouais. Bon, et alors, en plus, je pense qu'il y a quand même, on en parlait du côté protestant, du côté presbytérien, qui fait que on claque pas, on gaspille pas, on rigole pas pour des choses. Voilà, je pense que tout ça joue, quoi. Mais en même temps, ça se double en principe, d'une certaine honnêteté. Oui, voilà. Tout à fait. Ça va dans les deux sens, quoi. Oui, d'accord, très bien. Claudine Glo, après avoir donc brossé un petit peu ce portrait historico-sociologico-psychologique de l'Écosse, très rapide, évidemment, nous allons, dans quelques minutes, après une pause, nous plonger dans votre livre et dans le monde étrange écossais. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les fantômes d'Écosse et autres histoires. En fait, le vrai titre, c'est Fantômes d'Écosse et autres histoires. Claudine Glo, qui a rédigé ces contes, est en ma compagnie, mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le livre, je serai complet quand je l'aurai dit, est publié aux éditions Le Pré au Clair. Claudine Glo, vous nous avez dit que l'esprit écossais était assez cartésien, en même temps mathématicien plutôt, carré donc, rigoureux, mais en même temps très porté sur tout ce qui est mystique, sur tout ce qui est éthéré, sur ce qui est étrange en règle générale. Et en plus, si on met en toile de fond les paysages un petit peu particuliers de l'Écosse, notamment des Highlands, j'imagine que le petit peuple a de quoi vivre là-bas. Quand je dis le petit peuple, c'est tout ce monde inconnu. Oui, tout le monde inconnu. D'ailleurs, c'est comme en Irlande et comme c'était en Bretagne, nous disons monde surnaturel, c'était le monde tout court. C'est-à-dire que c'était une autre réalité. Oui. Dans les Highlands, les phénomènes surnaturels étaient à prendre comme une manifestation d'un réel. C'était tout. C'était simplement certains voyaient, d'autres ne voyaient pas, et ceux qui ne voyaient pas n'allaient pas discuter la réalité d'une apparition, d'une prémonition, d'une. Ah oui, ça ne souffrait pas de contestation, quoi, vraiment. Enfin, ça oui, ne souffrait pas, et encore aujourd'hui, bon, c'est moins général, bien sûr. Il y a des choses quand même malgré tout qui reculent, mais il ne faut pas beaucoup insister dans certains endroits pour que les gens vous parlent pas volontiers, mais laisse filtrer des éléments et on n'en rit pas, on les craint pas forcément énormément, mais c'est là. Oui. Ça fait partie, c'est inclus vraiment dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on sait bien où c'est, on sait bien où ça se manifeste. Bon, on en voit moins, je veux dire, le monde est moins tissé de toutes ces présences-là qu'il ne pouvait l'être il y a 150 ans ou il y a 100 ans encore. Mais, et on comprend très bien quand on va plus on va vers le nord ou vers le milieu des montagnes, on comprend très bien que il faut meubler ces lieux-là de présence, quelle qu'elle soit. Sinon, elles deviennent
épouvantablement oppressante ou, ou terrible à vivre, quoi. Vous, combien de fois, enfin, est-ce que vous êtes allé en Écosse déjà? Oui, j'y suis allée souvent. Je pense que j'ai dû aller une vingtaine de fois. Ouais. J'ai dû commencer à y aller en 77, puis on a fait une pause et on a repris vers 80 et quelques. Et puis, il y a des années, j'y suis allée 2-3 fois, quelquefois 3 jours, quelquefois 15 jours. On a pas mal sillonné l'Écosse, oui. Ouais. Et est-ce que vous avez visité la chapelle de Roselyne, tiens, par hasard? Oui, bon. Alors j'ai visité la chapelle de Roselyne avant, avant le Da Vinci Code, Très bien. quand on y était tranquille, et j'ai visité avec des gens qui étaient extrêmement passionnés de légendes arthuriennes et qui, eux, rattachaient les sculptures, non pas tant à la quête du Graal, comme on le fait aujourd'hui, que à l'histoire de Gauvin, parce que la chapelle de Roselyne appartenait aux Sinclair, Au Sinclair, oui, voilà, Sinclair, qui était seigneur des Orcades. Les Orcades, or Gauvin est fils du roi d'Orcanie, du roi des Orcades. Et il y a dans la chapelle un certain nombre de sculptures qui peuvent se lire comme des allusions aux aventures de Gauvin. Et il faut quand même bien se rappeler que Gauvin est, chez Chrétien de Troyes, le deuxième quêteur du Graal. Ouais. Donc il y a, et c'était pas directement le Graal est là, on restait dans l'atmosphère du Graal. Et alors en plus sur Roselyne, il y avait aussi toutes les traditions d'accueil que les Sinclair ont toujours pratiquées vis-à-vis des tziganes. C'est-à-dire? Oui, ils les accueillent, ils les accueillent sur leur terre pour des fêtes et avec tous les mystères, bien entendu, que sont supposés véhiculer les peuples tziganes. Comme donc, si les Sinclair reconnaissaient la royauté, voilà, les rois tziganes, enfin les rois des oui. Ouais. Et alors évidemment, il y a aussi une liaison forcément avec la création de la maçonnerie écossaise. Donc ça finit par faire un tissu quand même assez étonnant. Mais le choc, c'est quand même quand on entre dans la chapelle, quoi. Et puis, c'est ce que j'allais vous demander, votre ressenti comme ça quand vous y êtes entré pour la première fois. C'est vertigineux, d'autant plus que l'extérieur est assez ingrat, puisque c'est quand même qu'un bout d'église qui n'a pas été fini, et on entre vraiment, on a l'impression que tout tourbillonne, quoi. Il y en a partout. C'est d'abord il y a le choc esthétique. Qui est grand. Oui. Et après, tout est sculpté, il n'y a pas un centimètre carré de libre. Il n'y a pratiquement rien de libre, et là vous êtes dans une espèce de forêt de symboles qui tournent autour de vous. Il y a les symboles religieux, chrétiens, il y a les symboles maçonniques, pré-maçonniques, il y a pour nous des allusions au Graal, à la quête, au cheval, à la chevalerie, et puis il y a ces objets mystérieux, ces choses un petit peu étranges, on vous dit, voyez, c'est du tabac, c'est du maïs, c'est des cactus, bon, pourquoi pas, hein, mais alors qu'à cette époque-là, le continent américain, n'était pas censé avoir été découvert. Mais bon, les Vikings étaient quand même allés, ça, je crois qu'on ne le dit plus du tout, quoi. Oui, bien avant Christophe Colomb. Oui. Ouais. Donc voilà, ça c'était la parenthèse concernant la chapelle de Roselyne qui est à côté d'Édimbourg, je crois. Oui, mais c'est vrai que Roselyne, on ressent, peut-être maintenant un peu moins parce que quand il passe trop de gens, je sais pas si ça, on ressent quelque chose de très très particulier, non seulement à Roselyne, mais dans la vallée qui est autour. Il faut descendre dans le ruisseau, dans le glen, voir les espèces de grandes parois rocheuses avec comme des visages qui se dessinent. Ça fait partie de la fascination de Roselyne. Ça aussi, oui, c'est un lieu qui a de bonnes vibrations, comme l'on dit. C'est un lieu, oui, sur le fond de bonnes vibrations, mais c'est très violent. Ah oui. Ah oui, enfin personnellement, c'est pas dire qu'il faut, vous voyez. D'accord, très bien. Mais c'est pas un lieu noir, hein, c'est pas un lieu noir. Oui, d'accord. Alors après cette digression donc sur la chapelle de Roselyne, vous êtes allé une vingtaine de fois en Écosse. Est-ce que lors de vos balades, vous êtes tombé sur des lieux où on vous a dit tiens attention là ce rocher n'y allez pas trop parce que il y a soit un fée, une fée, soit des elfes, soit il faut l'éviter et les gens l'évitaient volontiers. Éviter non, mais nous signaler que là il y avait des choses, oui. On nous a jamais mis en garde par contre. Hein. Moi, personne ne m'a mis en garde, même dans les châteaux dont très clairement ils étaient hantés et qui se revendiquaient d'être hantés. Il y a assez peu, au bout du compte, je trouve qu'il y a assez peu d'esprits qui s'attaquent à vous. Dans les récits. Il y a quelques enlèvements, tout ça, mais on a plutôt l'impression que le fantôme veut garder le contact, il veut appeler, qu'il reste là parce qu'il y a eu un grand malheur, parce que il faut l'aider encore, il a besoin peut-être d'affection, ou il a besoin qu'on témoigne de ce qu'il a vécu, ou vous voyez, je ne peux pas m'arracher d'eux, mais les choses, les phénomènes vraiment agressifs, moi on m'en a pas signalé toujours. Hein. Oui, c'est vraiment une histoire de cohabitation
habitation avec un autre monde, comme vous le disiez au départ. Oui, 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 et que les gens prennent, ma foi, vous savez, parfois on a vraiment l'impression, il est là, ce fantôme, il fait partie de la famille, donc comme tel, voilà, il faut respecter. C'est pas, si vous voulez, on a peut-être une vue nous un petit peu déformée maintenant par une accumulation de films d'horreur où bon, il y a des récits où les esprits vous attirent, claquent un bon coup au fond du puits ou autre, mais en général, c'est parce qu'il y a un protocole et que vous ne l'avez pas respecté. Oui. Si on vous dit, il faut pas y aller à minuit le jour de Noël ou le jour de la Toussaint, ou s'il faut pas y aller, il faut pas y aller sans un verre de lait. Si vous ne tenez pas compte de ce qu'il y a à faire, du maître des lieux, ben voilà. Oui. Alors, toutes ces histoires, ces contes que vous avez compilés donc dans ce livre, Fantômes d'Écosse et autres histoires, est-ce que ce sont des histoires que vous avez collectées ou que vous avez créées? Non, alors je ne les ai pas collectés comme les gens qui partent avec un magnéto, un micro et qui vont, mais je les ai collectés à travers différents livres anciens, à travers différents livres. Depuis des années, j'accumulais des achats de livres en Écosse, les contes de l'île de Skye, les vieux récits de l'île de Mull, les histoires des Highlands surnaturels, les récits aussi collectés au fin 19e, début 20e par des vrais collecteurs écossais ou anglais d'ailleurs. Donc j'avais quand même accumulé tout ça parce que d'abord j'aime ces histoires-là et qu'en plus ça m'intéressait aussi de voir la circulation des thèmes, notamment entre l'Irlande et l'Écosse, de voir comment les récits mythologiques irlandais deviennent des récits folkloriques écossais et comment les gens d'Écosse au 19e ou 20e siècle sont très étonnés si on leur dit attendez c'est une histoire irlandaise il y a 10 siècles. Ils disent non, c'est une histoire écossaise, quoi. Tout ça m'intéressait beaucoup et puis ce qui m'intéressait aussi, là j'ai essayé de rassembler tout ça un petit peu dans une espèce de parcours à la fin du livre, c'est de voir à quel point la densité incroyable de manifestations surnaturelles en tout genre, à travers tout le pays, et dans des endroits, alors là ça se voit pas dans le livre, mais dans des endroits, vous y arrivez, vous n'allez pas imaginer un instant que ce bout de trottoir ou ce bout de prairie va à son lutin, son esprit, sa dame blanche, eh ben si, ils y sont quand même, quoi. Ouais. Claudine Glo, il n'y a pas que des fantômes qui arpentent la terre écossaise, il y a quand même toute une galerie de personnages aussi bizarres les uns que les autres. Oui, bien sûr. Oui. Déjà, il y a certains écossais naturels qui... ça n'engage que vous, hein. Vous prenez la responsabilité. Oui, mais je pense qu'en plus, c'est un pays où on peut être très original. Tant qu'on reste dans les limites autorisées par la loi, qu'on ne dérange pas le voisin, peu importe. Quoi. Oui, chez les Anglais aussi, pareil. Non, oui, c'est vrai, il y a ça. Oui. Non, après, oui, il y a les fantômes, il y a les fées, il y a toutes sortes de lutins, et il y a aussi une population animale assez dérangeante quand même. Oui, les chiens de nuit, les juments, comme nous avons aussi d'ailleurs les juments de nuit. La mer aussi est habitée. Là, l'Écosse est quand même cernée par la mer et il y a toutes les sirènes comme un peu partout. Et puis ce peuple très très beau d'ailleurs qui est le peuple des Rowan, des hommes ou des femmes phoques. C'est quoi c'est l'histoire des femmes fées qu'on trouve ailleurs qui posent leur manteau de plumes. Là, ce sont des phoques argentés, très beaux, des grands yeux noirs liquides, et qui certaines nuits déposent leur fourrure d'argent sur le rivage et vont sous une forme humaine chez les hommes. Et là, il y a forcément des rencontres, il y a des histoires d'amour malheureuses ou heureuses, mais qui sont toujours des histoires sous condition, c'est-à-dire que c'est l'homme qui vole le manteau de fourrure de la princesse Rowan, enfin on dit Rowan ou Selkie, les deux mots existent, et ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, elle va poser un interdit, un petit peu comme dans l'histoire de Mélusine, et puis il va un jour oublier, le temps passant, qu'il est marié à une créature extraordinaire, il brisera l'interdit, ou alors elle, en fouillant, va retrouver sa peau de phoque, la revêtir et repartir. Mais il y a aussi des légendes dynastiques qui sont fondées là-dessus. Par exemple, sur toutes les photos d'Écosse, on voit toujours ce magnifique château d'Eilean Donan, celui du premier Highlander, celui où, vous savez, ce château qui a un pont qui le relie au continent. Voilà, on le voit toujours. C'est très beau d'ailleurs. Très beau. Et d'ailleurs, il y a une histoire de rêve intéressante dans ce château-là. Et on dit que ce château, justement, il a été construit sur la peau du roi des phoques.
roi des phoques de ce temps-là qui avait déposé sa peau sur le rivage pour aller courir, et on a construit le château là-dessus, ce qui fait que ça a assuré à ce château une gloire, une pérennité, une richesse extraordinaire. Et qui continue encore de nos jours. Et qui continue, et il reste quelque chose d'étonnant dans ce château, histoire écossaise. Le château donc appartenait aux Mackenzie, et les MacRae étaient leurs intendants. Les Mackenzie disparaissent, laissent le château, et au fin 19e siècle, les MacRae veulent le reprendre et le remonter. Mais le château est pratiquement en ruine. Et le MacRae, qui est en train de le reconstruire, commence à élever le château, puis arrivé à un certain stade, il ne sait pas comment faire, parce que les ruines ne sont pas assez consistantes pour lui dire comment bâtir. Et une nuit, il rêve d'un plan de château, et il le met à exécution, et ça marche, et le château remonte comme on le voit aujourd'hui. Et une bonne dizaine d'années après, on l'appelle à Édimbourg parce qu'on a retrouvé des archives, et le plan était juste. Extraordinaire. Voilà. Ah, très très belle histoire. C'est joli, hein. Oui, et vrai. Vrai Oui. celle-là. Oui. Vous restez avec nous, Claudine Glo, une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et on revient à ces très belles histoires de fantômes d'Écosse sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Fantômes d'Écosse, Claudine Glo, vous avez une fonction de conteuse également. Oui, il m'arrive. Enfin, je raconte, disons. Je ne suis pas conteuse. Vous racontez. Certains qui savent faire un spectacle autour du conte, mais je raconte beaucoup. Alors, je vous dis ça parce que votre livre a été publié dans une collection qui s'intitule Le Cabinet Fantastique, donc aux éditions Le Pré au Clair. Et le directeur de collection, c'est celui qui dirige la collection, s'appelle Édouard Brazé. Oui. Alors, Édouard Brazé est intervenu quelques fois dans cette émission. C'est un excellent conteur. Ah, lui, c'est un grand conteur, oui. Ouais. Comment s'est fait? Vous le connaissiez? Comment s'est fait ce rapport pour la naissance de ce livre? Alors, le rapport s'est fait il y a une bonne dizaine d'années, autour des faits, il n'y a pas de hasard. En fait, Édouard est venu à Compère, là, donc au centre arthurien. Il était en train de tourner une émission sur les faits. Enfin, il avait donné l'idée à un réalisateur d'une émission sur les faits qui était en train de se tourner. Et dans l'émission, il y avait aussi Pierre Dubois. Et Pierre Dubois avait parlé à Édouard de ce qui se faisait à Compère. Donc ils sont venus et on s'est tous... Voilà, moi j'ai fait connaissance, je connaissais déjà bien Pierre Dubois et j'ai fait connaissance d'Édouard à ce moment-là. Ouais. Donc on est resté en contact plus ou moins relâché, plus ou moins proche. Et puis il y a quelques temps, il y a 3 ans, il m'avait rappelé pour me demander si éventuellement je travaillerais pas sur des projets qu'il avait. Je lui avais dit que volontiers, au contraire, et que cette idée de collection me paraissait très très jolie. Donc voilà, le livre s'est fait. Ouais. Et alors, étonnamment, on va pas revenir dessus, mais vous n'avez pas fait un livre sur le mythe arthurien ou le Graal ou la table ronde, etc. Plutôt les fantômes d'Écosse. Non, en fait, ça c'est de la cuisine éditoriale. J'avais déjà signé 2 livres de contes, un de contes de Brocéliande et le grand livre du roi Arthur chez un autre éditeur breton. Et j'avais donc un temps de réserve pendant lequel je pouvais pas réécrire là-dessus. Voilà. D'accord. Donc Édouard m'a proposé d'écrire et je lui ai dit si je ne peux pas écrire sur la légende arthurienne, quelqu'un d'autre s'était déjà chargé de l'Irlande, donc je me suis précipitée sur l'Écosse. Bon, très bien. Alors, comment avez-vous choisi, sur quels critères avez-vous choisi tous ces contes que vous avez regroupés dans ce livre? Alors d'abord, je voulais montrer qu'il y avait une grande variété. Donc j'ai essayé de donner géographiquement d'abord des contes des Lowlands, des contes des Highlands, des contes des îles, et puis donner aussi ce qui pour moi étaient les grandes catégories, c'était les contes de fées ou les contes de fantômes, qui sont les contes surnaturels, mais aussi les contes un peu plus historiques, comme le récit de Black Colin du Lockaway qui s'en va très loin en pèlerinage et sa femme l'attend désespérément. Bon, l'histoire dure un petit moment, mais il reviendra. Et de donner aussi les contes des clans, les contes des batailles. C'est l'histoire du Loch des épées. Là, c'est 2 chefs de clans qui ont des terres immenses, mais qui se bataillent comme des chiens sauvages pour un tout petit loch. Et l'histoire se termine grâce à l'intervention d'une femme qui est autant sorcière, c'est une banshee, quoi, c'est une femme de l'autre monde, mais qui passe aussi pour une vieille sorcière locale, quoi, clairement. Et je voulais aussi mélanger l'ensemble, c'est-à-dire par exemple des choses comme le conte sur les vieux soldats ne meurent jamais, parce que j'ai toujours été fascinée, l'histoire de fantômes m'intéresse, mais la répétition des histoires de fantômes, des fantômes de champs de bataille ou des batailles fantômes. Il y en a énormément. Et il y a, en Écosse entre autres, des empilements
de batailles fantômes sur le même lieu. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui, comme chez nous, dans l'est de la France, il y a des endroits où tout le monde est passé, tout le monde s'est battu. Et là, des gens ont eu des apparitions, des gens de toute bonne foi qui n'en tirent aucun profit. Je veux dire, ils font pas ça pour gagner de l'argent, pour passer à la radio à l'époque, non, ni pour l'écrire leur mémoire. Et ils ont vu, mais les uns ont vu une bataille viking, les autres ont vu des Romains, et les troisièmes ont vu des soldats de Cromwell, quoi. Et ça, je trouve ça très, très... c'est quelque chose qui continue à m'attirer, donc j'avais envie de parler un petit peu de ça. Et puis l'histoire de fantôme, le fantôme qui se manifeste, certes, mais aussi comment on devient un fantôme, quoi. La petite Margaret là du château des comtes de Sutherland, là dans le nord-est de l'Écosse, elle meurt tellement malheureuse, tellement cruellement qu'elle va devenir un fantôme. C'est pas l'humain qui tout d'un coup découvre un fantôme dans son château, c'est l'inverse. Vous-même, avez-vous arpenté un lieu prétendu hanté? Oui, dans les châteaux, oui. Il y a le château de Crassies, entre autres, qui est très hanté. J'ai été dans des vallées qui sont hantées. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir de contact. J'allais vous poser la question, bien sûr. Non, je n'ai pas, je n'attire pas le fantôme autrement que sous ma plume, quoi. Oui. Mais bon, c'est un lieu de visite. Les lieux hantés sont des lieux qui attirent. Ah, les lieux hantés. Je pense même que c'est peut-être un peu triste pour les fantômes, mais je crois que dans l'état actuel des choses, ça devient un argument de vente, mais à travers tout le Royaume-Uni. Une maison dite hantée se vendra plus cher qu'une maison banale. Alors, je ne sais pas si la maison se vendra plus cher. D'abord, ce n'est pas un peu ce que fait le fantôme. S'il fait beaucoup en de même bruit temps. Et qu'ils sont très mauvais, c'est pas garanti. Mais par contre, dans une auberge, la chambre hantée va être plus chère que. Je pense qu'on a un endroit qui s'appelle La Coque. Alors là, c'est pas en Écosse, c'est en Angleterre. Une très belle auberge, vous savez, les auberges 16e, là, tout à fait, élisabéthaines, les bois sombres, les gros chandeliers partout, du cuivre, grande cheminée. Une auberge qui déjà au naturel n'est pas donnée, mais la chambre hantée est plus chère que les autres. Vous avez la même chose dans le Devon à Chackford, la chambre où est mort, sur le seuil de laquelle est mort Lord Godolphin. Vous savez, c'est lui qui a créé le premier pur sang de course, là, le fameux Godolphin, le père de tous les pur sang anglais. Eh bien, il est mort brutalement suite à une bataille. On l'a tué là sur le seuil d'une chambre. Cette chambre se loue et cette chambre est toujours très demandée, quoi. Oui, c'est étonnant. Oui, et un château écossais, il est tout à fait bienvenu. Quand on visite, par exemple, le château de Cawdor, qui est tout près d'Inverness, qui est un de ces châteaux, le château de Glamis, le château de la Reine-Mère, de la vieille Queen Mum, celle qui boit du whisky. Qui buvait du whisky et du martini, du vrai martini à la James Bond, quoi. Eh bien, ces châteaux-là, on vous dit clairement, c'est dans telle salle que ça se passe, ça se manifeste comme ça. Là, il y a une pièce dans l'épaisseur des murs, on a retrouvé des ossements, mais on ne sait pas si c'est lié. À Cawdor, on vous dit qu'il y a eu une créature abominable qui a été enfermée dans les murs. Elle n'est plus là, pense-t-on, mais il y a encore des manifestations. Non, c'est pas du tout. Pour l'instant, moi, je l'ai pas perçu comme trop artificiel, mais en même temps, on sent que les gens sont bien contents d'en parler et que ça fait partie du. Toute grande maison a son fantôme quand même. Oui, toute grande famille a quand même ses fantômes. Au minimum, oui. Alors, il y a certains châteaux, c'est fabuleux, quoi. Il y en a 10-12, quoi. Il y a ceux qu'on voit tout le temps, il y a ceux dont on sait l'histoire, on sait que c'est telle dame du château à telle période. Et puis il y a des formes plus bizarres, une forme blanche qu'on voit une fois de temps en temps derrière une fenêtre, un chien qui traverse la cour, une simple odeur. Oui. Parlons un petit peu, si vous le voulez bien, Claudine Glo, de ces batailles fantômes dont vous avez parlé. Et puis, avant de parler de ces batailles fantômes, une petite digression qui me vient à l'esprit. Le Loch Ness en Écosse, est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce que ça fait partie des animaux un petit peu fantastiques, mais là, on est un peu presque on est dans la cryptozoologie plutôt. Est-ce que c'était un motif de fierté écossais ou, bon, ma foi, sans plus? Je crois que sans plus. Je pense que d'abord, c'est toujours le risque d'être réduit à ça dans un pays qui est aussi riche justement en phénomènes supranaturels, quoi. Et puis on a le sentiment, enfin moi toujours peut-être qu'on est trop français quelquefois à l'étranger, mais on n'est pas sûr qu'ils aient fait les bonnes choses avec avec le monstre. Vous voyez, se trouver face à une espèce de gros dinosaure en plastique vert.
voilà, on aurait envie de choses plus subtiles et plus profondes, quoi, plus. Mhm. Et justement, ce monde de la cryptozoologie est quand même très passionnant. Et puis il y a des grandes figures qui sont autant dans la fiction que dans le réel. Bien Je pense sûr. qu'on peut choisir le côté qu'on veut, mais non, c'est pas. C'est-à-dire, le Loch Ness est très loin d'être le plus beau lac d'Écosse. C'est peut-être le plus grand, le plus profond, le plus machin, mais quand on est devant le Loch Ness, c'est assez plat. Vous voyez, Mhm. c'est pas tellement un lieu qui fait rêver. Non, ça fait rêver. Moi, c'est plus les gens, moi, qui me fascinent, qui attendent le monstre. Voilà, ces gens qui sont capables de rester qui ont calculé qu'il fallait que c'est toutes les 34 heures de veille absolue qu'on pouvait espérer le voir. C'est-à-dire 34 heures à fixer un point sur le lac. Moi, je crois qu'on voit n'importe quoi au bout des 34 heures. Il y a de très grandes chances, oui. Non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'essayer de remonter sa trace, les premiers monstres que signalent les ermites, tout ça. C'est intéressant, mais c'est vrai que le monstre du Loch Ness a un côté, et puis il y a tout cet appareil scientifique qu'on déploie autour de lui, qui est peut-être pas le plus propice à l'entrée en contact avec un monde surnaturel. Et puis quelque part, s'il existe, il est naturel. C'est-à-dire, il est tangible, Eh ben il est... oui, oui. Ce qu'on nous dit, Il fait partie de la nature. il fait partie de la nature. On l'a trouvé, on l'a pas trouvé, on croit qu'il existe ou pas, mais si un jour on l'attrape, ça sera de la chair et des arêtes ou des os. Oui. Mhm. Tandis que le fantôme, le fantôme ou l'esprit ou la fée a tout de suite une autre dimension, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Parlez-nous un petit peu plus en détail de ces batailles fantômes. C'est-à-dire, ce sont des phénomènes, parce que ça existe également en Angleterre, Oui. des phénomènes où, sur un champ de bataille très ancien, des hommes et des femmes ont eu la sensation d'être plongés au milieu d'une bataille. Alors, où ils ont eu la sensation visuelle, où ils ont eu la sensation auditive, Oui. ou les deux. Et ça peut être à la date anniversaire de la bataille, mais ça peut être à d'autres moments. Il y en a qui ont vu vraiment, qui sont vraiment retrouvés au milieu de charges de cavalerie. Il y en a qui ont juste entendu de l'autre côté de la route ou de l'autre côté de la prairie des chocs. Il y en a qui ont vu des demi-soldats, ceux-là qui voyaient une partie seulement des fantômes. Oui. Des fantômes. Ils ne se sont jamais trouvés en danger, sauf dans l'histoire assez extraordinaire de la dame qui se perd dans la vallée de Killiecrankie et qui se réveille, et elle est au cœur de la non pas de la bataille mais de l'après-bataille fantôme, et les corps gisent autour d'elle, et elle voit arriver vers elle une détrousseuse de cadavres. Ouais. Et c'est dans ces histoires-là, c'est la personne qui est le plus en danger. Les autres passent, la bataille passe autour d'eux, ils sont dedans, ils peuvent même traverser. Il y en a qui racontent qu'ils ont traversé des cavaliers. Comme donc, si c'était des projections holographiques. Exactement, une dématérialisation complète. Donc ouais. mais très souvent, il y a aussi des phénomènes ou le silence, ou la brume, ou quelque chose d'atmosphérique qui va avec. Très souvent, mais pas toujours. Il n'y a pas tellement de constantes, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et en ce qui concerne cette histoire de détrousseuse de cadavres, oui, alors, c'est donc Killiecrankie, au XVIIe siècle, c'est une des victoires que les Écossais vont remporter sur les Anglais, dans le moment où l'Angleterre veut vraiment en finir avec l'Écosse qui est quand même un peu turbulente. Il faut mettre tout le royaume au pas, il y a une bataille qui se passe, c'est une gorge assez étroite, c'est l'entrée des Highlands, quoi, par le centre de l'Écosse. C'est un très très bel endroit, et là, comme toujours quand c'est des guerres, des batailles qui permettent un peu l'embuscade, quand c'est pas en ordre de bataille sur un champ, les Écossais sont à leur avantage. Et ils connaissent le terrain, les soldats anglais sont empêtrés, sont plus lourds, ils sont pieds nus dans la bruyère et dans les rochers, les Écossais, mais ils savent faire ça. Donc ils vont vaincre. Ce sera une victoire sans suite d'ailleurs, parce que c'est un peu leur tragédie, ils remportent des victoires, mais après, ils savent pas trop quoi en faire. Il n'y a pas le suivi, oui. Il n'y a pas le suivi, voilà. Ouais. Et donc cette bataille, elle se passe au mois d'août et dure toute la journée, et il y a une dame, donc dans les années 60, allait marcher par là, et qui raconte, et son histoire, c'est pareil, on ne la met pas trop en doute, alors si on est très 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 suspicieux, quoi. Mais elle raconte, donc, elle est allée se promener dans la gorge de Killiecrankie, ce sont des terrains quand même assez difficiles, donc elle se perd, elle s'endort dans les bois, et quand elle se réveille, tout a changé, et il n'y a plus beaucoup de bruit, mais il y a des odeurs étranges, et elle voit les corps des soldats, des uniformes rouges, donc des uniformes rouges anglais, oui. Quelques corps aussi en costume écossais qui gisent sur le sol. Il y a encore l'odeur des
mousquet, quoi, l'odeur de la poudre dans l'air, et elle essaie de revenir peu à peu à elle, quoi, parce que c'est très perturbée, et elle voit venir vers elle, sautant dans les arbres, une silhouette féminine. Et dans un premier temps, elle s'inquiète pas. La jeune femme, apparemment, c'était une jeune femme, porte un panier, et elle voit cette jeune femme se pencher vers les gens, elle comprend vers les corps, elle comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et à mesure que l'apparition se rapproche, elle se rend compte que cette femme est en train de couper les bourses qui contiennent de l'argent, les sporanes, là vous savez, qui contiennent le whisky et l'argent des Écossais, ou d'enlever les boucles de ceinture, ou d'enlever tout ce qui peut avoir une valeur. Et elle se rend compte aussi que si le blessé bouge, elle l'achève, l'apparition en question. Agréable. Et elle s'évanouit au moment où la créature arrive sur elle avec son poignard à la main. Et quand elle va se réveiller à nouveau, il n'y a plus rien. Rien du tout. Rien. Sauf une frayeur réelle. Une frayeur réelle, et qu'elle raconte en rentrant, et qu'elle... Oui, non, elle a vraiment toujours soutenu qu'elle avait vu ça, quoi. Ouais. Alors, Claudine Glo, vous avez quelques instants pour vous préparer à nous raconter une histoire, si vous le voulez bien, pour que l'on se plonge un petit peu dans l'ambiance de votre livre, qui est à déguster avec un bon vieux whisky, éventuellement. Oui, voilà, au coin du feu. Voilà, et bien tourbé, ce serait parfait. Vous restez avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les fantômes d'Écosse, nous voyageons avec comme guide Claudine Glo, qui est notre guide à travers ces terrains tourbés écossais. Son livre s'intitule Fantômes d'Écosse et autres histoires aux éditions Le Pré au Clair. Claudine Glo, vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous raconter une histoire. Donc, nous sommes calés, là, dans notre fauteuil favori, certains dans leur voiture. Il fait nuit, il roule, nous sommes assis. En tout cas, nous sommes tout oui. Quelle histoire voulez-vous nous raconter? Alors, je vais raconter une histoire qui s'appelle La captive des fées, puisque dans les récits, il y a beaucoup d'échanges de toutes sortes entre le monde des fées et le monde des hommes. Oui. Et eh bien, mon histoire commence la nuit, justement. On ne roule pas, c'est un jeune seigneur qui est le lord, ou le laird plutôt, comme on dit en Écosse, de Balmackie, qui est en train de rentrer chez lui. Il est allé faire des affaires en ville, seul, parce que sa jeune épouse était souffrante, donc il l'a laissée dans leur manoir, mais il l'a laissée bien entourée, avec les serviteurs. Bon, ce n'est pas gravement malade, mais il fallait qu'elle se repose. Donc lui est allé jusqu'à Aberdeen, il a fait ses affaires, il a traité, puisqu'il a des vaisseaux qui vont vers l'Amérique, c'est un homme déjà aisé, et quand il reprend la route, la nuit est tombée. Et il a le choix entre rentrer par la route la plus longue, et qui est la plus sûre, et piquer à travers la lande jusqu'à son château, qui est une route un peu moins sûre, parce qu'elle traverse une zone où il y a des vieux monuments, de ces anciens monuments de pierre, de ces couloirs de pierre qui s'enfoncent dans la terre, dont on pense que des hommes très anciens les ont construits, mais dont on pense surtout, et dont on sait d'ailleurs, que les fées, ou le peuple fée, quel qu'il soit, aime à y habiter. Mais il a très envie de revoir sa jeune femme, il s'inquiète un peu pour elle, il a 2 pistolets d'argent à sa selle, rien ne peut lui arriver, donc il prend la route la plus courte. Et sous la lune, donc, il voit petit à petit arriver vers lui les premières collines et les bouches d'ombre de ces monuments, de ces couloirs très archaïques. Et dans un premier temps, tout va bien. Et puis, à mesure qu'il avance, il lui semble voir bouger des petites formes, des petites choses dans la pénombre entre les monuments. Son cheval est au galop, il ne craint rien, et tout d'un coup, il voit clairement, là devant lui, une procession de petites créatures encapuchonnées, qui se pressent, qui trottent là, mais il y a vraiment une foule, et qui portent quelque chose, qui portent une espèce de grande boîte ou de grand coffre, ou de grande chaise à porteur, il ne voit pas très bien encore, donc il accélère vers eux, les petites créatures se mettent à courir plus vite, essayant de lui échapper, il tire en l'air avec un de ses pistolets, et en criant « Au nom de Dieu, arrêtez-vous !» Et aussitôt, il y a une fuite éperdue, piaillante de tout ce petit peuple, et l'espèce de grande boîte est sur le sol. Il s'en approche, il descend de cheval, et il voit effectivement que c'est une espèce de très vieux palanquin, une litière, avec des rideaux assez épais. Il entrouvre les rideaux, et là, dans les coussins,
endormi mais profondément, respirant paisiblement, il y a son épouse. Il la réveille et elle le regarde avec un sourire délicieux. Elle lui passe les bras autour du cou, elle l'embrasse, elle lui dit « Ah, que je suis heureuse de vous revoir !» Et lui dit « Mais que faites-vous là ?» Et elle regarde autour d'elle et elle se rend compte qu'elle n'est plus dans son lit. Et elle essaie de se rappeler et elle dit tout d'un coup « Mais oui, je me souviens, tout allait bien, j'avais pris mes tisanes, on s'était bien occupé de moi, je me sentais mieux et j'ai voulu aller à la fenêtre de ma chambre. Et tout d'un coup, derrière la fenêtre de ma chambre, tout s'est mis à bourdonner et j'ai vu des centaines de petits visages pâles, pointus, comme un vol d'abeilles ou comme un vol de très petits oiseaux. Et puis la vitre a éclaté et puis je ne me rappelle plus rien. » Le laird de Balmackie reprend son épouse, la drape dans d'épaisses couvertures, la prend devant lui sur son cheval et finit de rentrer au galop au château. Et arrivé au château, il appelle les servantes et il leur demande « Mais où est votre maîtresse ?» Et les servantes disent « Mais notre maîtresse est dans sa chambre, là où nous l'avons laissée. » Et à ce moment-là, il leur tend le paquet de couvertures bien emballé qu'il a. Il dit « Alors là, qu'est-ce que c'est ?» Évidemment, les servantes tombent absolument à la renverse en disant « Mais non, on vous assure, on vient d'aller la voir il y a 5 minutes, elle est dans sa chambre. » Alors le laird de Balmackie prend son épouse, l'amène dans un petit salon qui n'a aucune ouverture sauf une porte, l'y installe bien au chaud, met un garde devant la porte et monte jusqu'à la chambre où officiellement son épouse dort. Effectivement, il entre dans la chambre et à sa grande stupéfaction, à son grand trouble aussi, son épouse est là, qui lui sourit, dans le lit, et qui commence à lui dire « Ah, enfin, vous êtes de retour, quelle pénible journée, oh là là, j'ai souffert, mes serviteurs ne se sont pas bien occupés de moi, enfin, vous êtes là, vous allez vous occuper de moi, venez m'embrasser. » Et il lui dit... Laird lui dit « Oh, mais bien sûr, je vais m'occuper de vous d'ailleurs. J'ai bien peur que vous n'ayez froid. » Alors il la prend dans ses bras et il dit à ses serviteurs « Ranimez le feu, faites un grand feu dans la cheminée, mon épouse a eu froid. » Et elle est suspendue au cou de son mari. Elle sourit, on anime le feu se met à flamber et d'un seul élan, le laird de Balmackie jette sa femme dans le feu. Et à ce moment-là, une tornade de flammes embrase la chambre. Le plafond explose, la cheminée explose, et dans une gerbe de lumière, on entend hurler une créature démoniaque qui s'envole dans le ciel. Et le laird de Balmackie revient dans le salon où sa vraie femme l'attend. Et on dit que la fenêtre la cheminée par laquelle la sorcière s'était enfuie, eh bien, on n'a jamais pu la reconstruire. Chaque fois qu'on l'a reconstruite, elle s'est écroulée. Très très belle histoire. J'aime bien cette histoire, et j'aime bien cette idée, c'est assez rare cette figuration des fées comme un essaim, là, de petites créatures qui viennent voler une femme et l'emporter, et qui mettent, comme dans les histoires de Changeling, une des leurs à leur place. Oui. Ah oui, très très jolie histoire. Effectivement, très très belle histoire. Et c'est une histoire qui est ancienne, d'après vous. Enfin, toutes celles que vous avez recueillies sont des histoires qui sont très vieilles, qui se sont transmises de manière orale. C'est toujours un peu compliqué à dire parce que les thèmes sont très anciens. Ça, l'échange des personnages. Après, il y a des habillages. Là, il y a clairement un habillage qui est 18-19e, le commerce, les pistolets, le laird qui fait des affaires, mais la capture par les fées, que ce soit d'un homme ou d'une femme, plus souvent d'ailleurs, il capture des hommes, hein, c'est un peu l'histoire des deux frères du Glenavon, là, voilà, oui. Tout à fait. Plus souvent, c'est des hommes que les fées emmènent. Elles sont très anciennes et on les retrouve, c'est tout le thème du passage dans l'autre monde, quoi, du passage, du va-et-vient avec l'autre monde, quoi. Donc, je pense que le collectage, si vous voulez, le collectage scientifique, comme on l'a pratiqué depuis les années 70, quoi, c'était pas du tout le souci de ceux qui collectaient, au contraire, chacun, et je trouve qu'ils avaient raison, parce que l'histoire du conte, c'est ça, c'est que chacun y ramène quelque chose, il donne une couleur, une notion en plus, quoi, c'est fluctuant, le conte, on lui redonne sa chair chaque fois qu'on le raconte, hein. Ouais. Claudine Glo, le peuple des fées, tel que il est décrit en Écosse et ailleurs, une fée, c'est pas forcément une bonne fée ni quelqu'un de franchement sympathique. Enfin, pas toujours. Pas toujours. De toute façon, fée, c'est le vieux mot fae, le vieux mot médiéval français fae, c'est créature surnaturelle de toutes sortes.
hommes, femmes, animaux, bons et bon, mauvais. De toute façon, c'est un peu bon, mauvais, c'est une chose qui se fige au XVIIe siècle, où vous voyez toujours les ravages du cartésianisme. Là, il faut que choisissez votre camp, vous pouvez pas être des deux côtés. La fée, dans sa logique surnaturelle, n'en a pas grand-chose à faire de notre morale à nous. C'est-à-dire qu'elle est dans une autre morale, dans une autre logique. Certains de ses actes vont nous être bénéfiques, alors on dira c'est une bonne fée. Certains vont être maléfiques, mais elle poursuit un autre but. Ouais. L'humain est toujours plus lourd, plus empêtré et ne voit pas les raisons du monde féerique. Ouais. En revanche, les sorciers et les sorcières, eux, ont existé ou existent peut-être encore en Écosse et sont, on le voit d'ailleurs dans l'histoire du Loch aux épées, visiblement, socialement et politiquement, avaient une importance considérable. Alors il y a la différence de la sorcellerie, c'est que parfois les fées sont traitées de sorcières ou assimilées aux sorcières, mais la sorcellerie est quand même beaucoup plus un phénomène humain, phénomène religieux, un phénomène de pratique souvent rurale, pas forcément, et l'Écosse est un pays où les sorcières ont beaucoup souffert, comme très souvent, il y a tous les bûchers, mais les pays protestants ont été particulièrement féroces dans la répression de la sorcellerie. Je pensais qu'au contraire, ça aurait été une terre plutôt favorable aux sorciers ou aux sorcières. Non, c'est une terre où la sorcellerie abonde, mais c'est une terre, il y a une telle rigidité religieuse que la sorcière est peut-être encore plus insupportable que dans le monde catholique. Que dans le monde latin. Et les dernières sorcières brûlées en Écosse le sont quand même au XVIIIe siècle. Ah oui, quand même. Ben oui, et il y a une très belle plaque quand on quitte le château d'Édimbourg et quand on va rentrer dans ce qui s'appelle le Royal Mile, la grande avenue, enfin la grande rue qui traverse la vieille ville d'Édimbourg, il y a une plaque dédiée aux sorcières, en pensant à toutes celles et à ceux, il y en a moins, mais à ceux quand même sorciers qu'on a brûlés, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient là que pour aider les gens. Quelques-uns d'entre eux faisaient peut-être effectivement du mal parce personne n'est jamais parfait, mais certaines aidaient à vivre, aidaient à mourir, aidaient les autres, mais n'entrant pas dans l'orthodoxie sociale et religieuse, le payer de leur vie, quoi, et très cruellement, quoi. On a du mal. Je n'avais pas compris que cette espèce de jusqu'au-boutisme religieux était réellement d'une rigidité à ce point en Écosse. C'est très dur. Hein. Oui. Ça a été très très dur. Pourtant, l'Écossais est plutôt joyeuderie. Enfin, on le voit à l'extérieur, joyeuderie, bon vivant, volontiers buveur, oui, mais avec une tenue quand même. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup moins souple qu'en Irlande. Or, l'Irlandais est catholique. Exact. Vous voyez, moi je marque pas de point, moi je suis un peu en dehors de cette chose-là, mais on constate quand même ça. Je veux dire que les catholiques à l'Inquisition, je ne vais pas les blanchir, je ne vais pas raconter que ce sont des anges, mais c'est vrai que en Écosse, il y a quand même une rigidité qui est grande et qu'on ne va pas retrouver dans le peuple, en tout cas en Irlande. Ouais. Claudine Glo, serait-ce trop abusé que de vous demander dans quelques instants de nous raconter une seconde histoire? Oh, c'est terrible. Oui, je vais essayer. Écoutez, c'est très gentil à vous. Une petite pause, le temps de vous laisser peut-être boire un verre d'eau, de récupérer un petit peu, et puis après, on vous écoutera. Le temps pour moi également de vous rappeler plusieurs choses en ce qui concerne les news des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Tout d'abord, je vous rappelle que j'ai eu le plaisir, en collaboration avec Pierre Massias, d'écrire un dossier sur les rêves prémonitoires, qui est publié ce mois-ci dans Le Monde des Religions, magazine disponible dans tous les kiosques. Donc, je vous le recommande chaudement, avec un très bon dossier sur la naissance des dieux dans le monde des religions. Donc, de ce mois d'avril, mars-avril, il fait les 2 mois. Et ensuite, si vous avez vous-même vécu un phénomène d'apparition, vous savez que je suis à la recherche de témoignages pour une prochaine émission très rapidement, avec les 2 spécialistes à mes côtés, Pierre Massias d'un côté et Renaud Évrard de l'autre. Donc, si vous avez vécu un phénomène d'apparition, vous me laissez votre message au 0826 300 300 sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange.
0826 300 300. Vous pouvez également m'écrire par mail à étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on retrouve Claudine Glo. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Encore une histoire gentiment racontée par Claudine Glo qu'elle a collectée tout au long de ses nombreux voyages en Écosse. Cet extrait, il y en a plein, je vous le recommande vraiment, c'est un très bon livre à lire comme ça au coin du feu ou le soir quand on est au chaud sous l'édredon à bouquiner. Donc ça s'appelle Fantômes d'Écosse et autres histoires, c'est aux éditions Le Pré au Clair. Claudine Glo, quelle histoire allez-vous nous raconter et dans quel cadre se situe-t-elle? Alors, c'est une histoire de fantôme quand même, et elle se situe dans les îles Orcades, les îles donc qui sont au nord de l'Écosse, et qui est une terre assez habitée, c'est-à-dire habitée au sens que les hommes s'y sont installés il y a 5000 ans, qu'on trouve beaucoup de monuments mégalithiques, une population un peu particulière parce que ce sont des gens qui vivent en coexistence avec ces monuments depuis toujours, qui vivent dans un archipel de 36 ou 40 petites îles, donc la mentalité élienne est toujours différente. Ce sont des gens qui se sentent autant écossais que scandinaves parce qu'ils ont été régulièrement envahis par les Vikings ou par les. Oui, c'est vrai que les Vikings sont pas loin. Par les Vikings, il y a eu des batailles terribles. Enfin, c'est à la fois un pays très doux et très étrange et très rugueux aussi, mais pas rugueux dans le paysage comme les Highlands. Le paysage, lui, est presque suave, mais c'est un pays aussi qui a souffert des guerres. C'est le pays de Scapa Flow, c'est le pays où la flotte allemande se saborde, c'est le pays. Enfin, vraiment, il y a vraiment une histoire très 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 étonnante. Il y a des histoires de nains et de lutins dans l'île de Hoy. Vous savez, c'est une grande colonne de pierre qui à un moment servait de publicité à une certaine voiture française fabriquée entre autres en Bretagne, qui était déposée en haut. Voilà, cette colonne de pierre. Il y a beaucoup de mégalithes ou de dolmens, de menhirs en Écosse. Énormément. Il y en a des ensembles assez impressionnants. Quand on remonte sur la côte est de l'Écosse, là au-delà qu'on a franchi le dernier quart de la côte est de l'Écosse, il y a une colline qui s'appelle The Hill of Many Stands et Stones. Il y a des milliers de petits menhirs, par exemple, où il y a des cairns gigantesques, les grands cairns gris de Cairnster, qui sont presque une nécropole, quoi. C'est quoi un cairn? Un cairn, c'est un tas de pierres. En fait, c'est un monument mégalithique qui est constitué d'abord d'une allée couverte ou d'un ensemble de dolmens, au-dessus duquel on a érigé une structure en petites pierres. C'est-à-dire que ça fait des dômes, ça fait des pyramides presque, en petites pierres sèches montées les unes sur les autres. Et c'était des monuments en général, on est à peu près sûr, à usage funéraire, peut-être religieux, assurément funéraire. Des sépultures en quelque sorte. Des grandes sépultures, et des sépultures qui clairement voulaient marquer la survie d'une mémoire ou la survie d'une partie de l'être ou de l'âme. Enfin, il y avait un désir d'affirmer qu'au-delà de la mort, les choses duraient, quoi, à travers ces monuments. Et ces menhirs, ces dolmens ou tous ces monuments mégalithiques, avaient-ils également une utilité, soit astronomique, ou comme disent d'autres personnes, tellurique, religieuse, vibratoire? Alors, astronomiques, quelques-unes en ont eu, mais ce sont quand même les très grandes constructions comme Stonehenge étant la plus connue, Karnak probablement. Là, ce sont des grands ensembles, mais qui sont, je dirais, relativement récents. C'est-à-dire que c'est moins 1500. Là, on sent qu'il y a d'abord une expression sociale, un lieu de rencontre, un lieu organisé, et effectivement un système observatoire ou un système qui est relié d'une façon ou d'une autre au monde cosmique. Ensuite, la partie vibratoire, on peut se dire que moi j'ai l'exemple de Brocéliande. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une coïncidence qui fait que c'est sur la superficie de cette forêt, qui jusqu'à nous, qu'on voit quand même une idée de lieu sacré ou de lieu différent, qu'il y a un ensemble d'installations de tombes. Et elles sont pratiquement toutes sur la même hauteur et sur la même ligne. Donc, est-ce que c'est vraiment les ley lines dont les Anglais sont friands? Est-ce que les hommes de ce temps-là percevaient
une vibration, une réalité dans le sol que nous ne sentons plus ou que certains d'entre nous sentent encore, mais pas tous, c'est quand même très troublant. Maintenant, la démonstration reste à faire, mais je pense pas qu'on puisse rejeter non plus trop rapidement cette hypothèse. tout ça. Oui. Voilà. Oui. Oui. Alors, revenons à l'histoire. Oui, alors l'histoire, c'est l'histoire d'une vieille femme qui s'appelle Bobby Skitawa. Et Bobby Skitawa, vivant dans les Orcades, et elle est ce que nous appellerions pauvre, mais comme tout le monde est pauvre, elle trouve qu'elle vit très bien. Elle n'a pas besoin de grand-chose, elle a à manger, elle a ce qu'il lui faut, elle a son jardin, son petit troupeau, tout, pour elle tout va bien. Et quand même, elle sent bien qu'elle avance en âge, et il y a quand même des rituels sociaux importants, et parmi ceux-là, c'est d'avoir un bel enterrement, un enterrement comme il faut. Elle sait que la mort approche et qu'il faut s'en occuper. Donc elle appelle celle qui est à la fois la sage-femme, l'infirmière, celle qui aide à passer, à entrer dans le monde et à en sortir. Et cette femme vient l'aider, donc elle prépare les vêtements, parce que Bobby ne veut pas qu'on la voie sur son lit de mort avec des vilains vêtements sales ou rapiécés. Et puis elle dit, je vais te faire voir, elle dit à son aide, là, la jeune femme, je vais te faire voir mon linceul, parce que bien sûr, quand je serai étendue sur mon lit de mort, il faudra m'attacher les pieds des fois que j'irai courir, parce qu'on ne sait pas ce que font les morts. Oui, fais-le sans hésiter, et puis recouvre-moi de mon linceul. Et elle montre le linceul, qui est une merveille, parce qu'elle y travaille depuis des années, elle l'a brodé, orné, décoré, ajouré, enfin d'un très beau lin qu'elle a travaillé, et Jenny, celle qui est venue l'aider, admire grandement le linceul et lui promet que le jour venu, elle fera ce qu'il faut. Et le jour venu, effectivement, Jenny est là, qui part Bobby, qui l'installe sur son lit, qui voile les miroirs, qui ferme les fenêtres, qui fait sortir les chats, enfin tout ce qu'il convient de faire, qui l'installe bien et qui va chercher des voisins pour la veillée funéraire, pour la veillée funèbre autour du corps. Et c'est un honneur, donc tout le monde vient. Et dans ceux qui viennent, il y a une femme dont tout le monde se méfie parce qu'on la pense un peu sorcière, très riche, très exigeante, et on l'appelle l'as de pique parce que dans les jeux de cartes, on l'appelle le valet de pique parce que dans les jeux de cartes, c'est la carte du mauvais sort. Ouais. Donc ça dit bien quand même que c'est pas une personne appréciée. Et le valet de pique est là, assiste à la veillée, et n'a Dieu que pour le linceul magnifique, et commence à se dire que quand même enterrer cette vieille carcasse dans un si beau linceul, c'est trop dommage. Mais elle ne dit rien, l'enterrement se fait comme il faut, on enterre la morte comme il faut, les pieds tournés vers le soleil parce que c'est la coutume, on fait tout le parcours en s'arrêtant au lieu rituel, tout va bien, l'enterrement se fait, donc un peu loin du village de Bobby, près de la mer, et pas très loin de la grande propriété, de la grande ferme de la dite dame valet de pique. Et la nuit suivante, bien sûr, le valet de pique se réveille, prend une pelle, une pioche, et va ouvrir la tombe de Bobby et lui vole son linceul, referme tout et rentre chez elle. La journée se passe, et le soir suivant, il y a un fermier voisin qui rentre de la ville, et qui longe la côte et qui longe le cimetière où Bobby dort en principe de son dernier sommeil. Et au moment où il arrive à la hauteur du cimetière, il voit un orage arriver sur la mer, mais à une vitesse infinie, quoi, une espèce de tornade noire qui avance, des éclairs, les vagues se déchaînent, et il pressent fortement que cet orage a quelque chose d'anormal. Mais il se tapit derrière le mur du cimetière, il dit je vais attendre que ça passe, et au moment où l'orage éclate sur le cimetière, il voit des colonnes de lumière s'élever au-dessus des tombes, et il voit dans chaque colonne de lumière une forme se dessiner, plus ou moins reconnaissable, plus ou moins décomposée. C'est-à-dire qu'il y a des corps, pratiquement des gens qu'il a connus et qu'il peut reconnaître, et puis il y a des visages défaits, et puis il y a des squelettes, des ossements, des mèches qui pendent, des vêtements en lambeaux, et tous ces gens se tordent dans ces colonnes de lumière qui montent de plus en plus vers le ciel, et il faut une espèce de ronde autour d'une colonne centrale, plus haute que les autres, et dans la colonne centrale plus haute que les autres, il y a la pauvre Bobby Skitawa, qui se tord et qui se replie sur elle-même, en gémissant de honte et de colère, parce qu'elle n'a plus de linceul, et que les autres se moquent d'elle et veulent la rejeter de la communauté des morts, parce qu'elle n'est pas enterrée comme les autres. Et à ce moment-là, le fermier, pris de panique, se dit « moi je peux pas rester derrière mon mur, là pour l'instant ils sont en train de s'attaquer à Bobby, les flammes se tordent sur elles-mêmes, mais à un moment ils vont sortir du cimetière, ils vont se répandre dans le pays. » Donc il s'enfuit, et la première maison à laquelle il arrive, eh bien c'est celle de cette mauvaise femme du valet de pique.
il frappe à la porte, il frappe une fois, 2 fois, 3 fois, la porte s'entrouvre, et le valet de pique l'attrape par le col et le jette dans la pièce en lui disant « Mais es-tu fou de venir me faire ouvrir ma porte à cette heure-ci ?» Et elle referme la porte et il se rend compte qu'elle a colmaté toutes les ouvertures, qu'elle a cloué des bouts de bois, qu'elle a cloué des tissus, qu'elle a tendu des planches en travers de la cheminée et qu'elle est au milieu de la pièce avec des clous autour d'elle, un tisonnier en fer à la main, parce qu'elle sait très bien que le fer va éloigner les fantômes. Mais, petit à petit, ils entendent autour de la ferme tous les esprits qui arrivent, tous les esprits qui hurlent et qui hurlent parce qu'ils veulent le linceul, parce qu'ils réclament leur linceul. Et au milieu de tout ça, on entend la voix de Bobby qui crie « J'ai honte, je suis nue, rends-moi mon linceul !» Et là, le valet de pique est toujours là avec son tisonnier à la main et qui essaie de tracer des cercles autour d'elle pour se protéger. Mais plus ça va, plus la pression du monde des fantômes qui est dehors est forte. Et à un moment, il y a une fenêtre qui vole un éclat, il y a un bras osseux qui rentre, qui essaie de l'attraper avec des grands doigts griffus. Et puis c'est par la fenêtre une tête qui passe et un bras aussi qui racle le sol. Et le valet de pique se recule jusqu'au mur où elle est acculée en fait par tous ces fantômes et jusqu'au moment où c'est Bobby qui arrive dans la pièce. Et à ce moment-là, le fermier veut s'interposer, il reçoit un coup d'une grande claque, il s'écroule sur le sol. Et quand il se réveille, eh bien, le coffre où Bobby le coffre où le valet de pique avait caché le linceul est vide. Lui, il porte sur le front et sur la tête une bande scalpée de plusieurs centimètres de large, et le valet de pique est totalement inerte sur le sol, absolument hors de sens. Et dehors, tout est calme, le cimetière est paisible, la tempête est partie, et il n'y a rien à bouger, il n'y a pas de feuilles qui ont volé, il n'y a pas de sable déplacé. Et il va vers le valet de pique pour essayer de la réveiller, mais rien n'y fait. Il sort dans la cour de la ferme et là il s'aperçoit, mais c'est une vision d'horreur, toutes les bêtes sont mortes. Les poules, les lapins, les veaux, les vaches, tout le troupeau est mort, carbonisé, ratatiné sur le sol. Il essaie de secourir la femme, rien n'y fait. Il va chercher le médecin ne peut pas la secourir. Il va chercher le curé qui a beau prier, jeter de l'eau bénite, rien ne se passe. Et on se dit, bien dans quelques jours, elle va mourir là dans son état de transe, jusqu'au moment où elle va mourir. Puis tout le monde se dit, elle a quand même bien cherché le voler un linceul. Ouais. Et jusqu'au moment où arrive un vieil homme qui habite dans un de ces fameux monuments, dans une de ces fameuses allées couvertes, un vieux qui est peut-être le dernier des druides de l'île ou qui est peut-être le premier des sorciers, le plus ancien de tous, et qui arrive et qui dit non mais moi j'ai ce qu'il faut. Voilà, j'ai 3 pierres bleues que j'ai été chercher au plus profond d'un monument et que j'ai pris, mais avec l'accord de l'habitant du monument, avec l'accord du mort qui avait été enterré là. Et il dit, les curés ne savent plus ça, plus personne ne sait ça, mais il suffit de faire bouillir de l'eau et de mettre les 3 pierres bleues dedans et vous allez voir. Et il met les 3 pierres bleues dans l'eau, il les fait bouillir et il arrose le valet de pique avec cette eau, il lui en fait boire et elle revient à elle. Mais à partir de ce jour-là, elle est d'une gentillesse absolue et plus jamais, bien entendu, elle ne se mêle ni de sorcellerie, ni encore moins de voler les linceuls d'une morte. Voilà. Excellent. Très très belle histoire et très morale. Très morale, mais quand même, je vous dis, dans ce pays-là, on a de la morale. Oui, c'est à même d'être extrêmement important. Non, c'est très important, et puis surtout, on ne joue pas avec les esprits, on ne joue pas avec l'au-delà, on ne joue pas avec ceux qui sont passés de l'autre côté, là. Oui. Ça, c'est trop dangereux. Est-ce qu'il existe, ce sera ma dernière question à titre de conclusion, Claudine Glo, est-ce qu'il existe encore des traces de druides ou de cette religion primitive celte? Beaucoup moins en Écosse, je trouve. Beaucoup moins. Ça, tout semble, enfin pour moi, bien sûr, je n'y vis pas. Tout semble s'être quand même beaucoup plus focalisé sur les apparitions directes du surnaturel. Par contre, ce qui est intéressant, mais ça c'est quelque chose de tout à fait récent, c'est qu'il y a des groupes qui ne sont pas proprement parlés des groupes New Age, qui sont des groupes qui ont aussi une réflexion un peu identitaire sur l'Écosse et qui essaient de relancer les vieilles fêtes celtiques, mais à la manière dont elles se passaient peut-être.
qui font toute une recherche avec des danses, avec par exemple, vous savez, l'éternel combat de Bride et de la kayak beurre, la sorcière bleue du froid, et Bride qui est la déesse du printemps. Mhm. Et ils essaient de relancer ça avec des combats, des combats à la façon des vieux Celtes, avec des danses, avec des choses assez belles, je trouve, et assez inspirées, quoi. Ouais. Et sur les lieux, sur les collines sacrées, ou sur ce sont des parcours qui ont un sens. Oui, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Claudine Glo de nous avoir servi de guide à travers la lande écossaise. Je rappelle le titre de votre livre, Fantômes d'Écosse et autres histoires. C'est publié aux éditions le Pré au Clair. Plusieurs histoires comme celles que vous nous avez racontées, tout aussi passionnantes les unes que les autres bien sûr. Et écoutez, comme la dernière fois, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir dans les Aventuriers de l'étrange. Eh bien pour moi aussi, hein. C'est un vrai plaisir. Écoutez, à très bientôt, j'espère alors. Eh bien, moi aussi. Bon. Moi aussi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À vous aussi. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. C'est ainsi que se termine sur cette magnifique histoire racontée par Claudine Glo, que se terminent les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à l'écoute des programmes de votre station radio préférée et on se retrouvera vendredi et samedi prochain. Je ne sais pas vous, mais j'ai passé une soirée délicieuse avec cette dame qui a un talent pour raconter. Elle dit qu'elle n'est pas conteuse, qu'elle raconte seulement, mais elle a vraiment un vrai talent de conteuse. Elle est extrêmement agréable à entendre et à écouter et à suivre. Donc, je vous rappelle le titre de ce livre, hein, Fantômes d'Écosse et autres histoires. C'est aux éditions Le Pré au Clair. Passez une très bonne semaine et rendez-vous vendredi et samedi prochain. Les Aventuriers de l'étrange.